ce qui s'est fait dans les Congo central, si rien n'était fait, ou s'il n'y avait pas un œil regardant, on finirait par les scénarios macabres qui est arrivé en 2014, où il y a eu mort d'homme. Je vous ai dit ici, pour d'aucuns, Moutamba serait enlevé. On ne sait pas où il se trouve. Et ça inquiète sa famille, ça inquiète l'opinion. On doit savoir justement où on l'a placé. Vous le êtes ministre passé de la à Makala, Justice. il n'y est pas. Il n'y est pas. Ce qui est vrai, Moutamba est partout sauf à Makala. Qu'est-ce qui concourt justement à la nomination des gens? Je disais ici, je suis très content de voir des jeunes prétendre à des responsabilités, mais mettez-nous un jeune comme Constant Moutamba, un jeune qui sait se défendre. Mettez-nous un jeune comme Liao, un jeune qui sait se défendre. Et mettez-nous un jeune comme Gédéon, par exemple, un jeune qui sait se défendre. Mais, moi, je ne n'ai pas encore les épaules. Ne nous mettez pas de gens qui vont découvrir pour la première fois les signataires sur une table. Est-ce le cas pour Mais justement, c'est le cas pour cette jeune dame qui, d'abord, elle-même n'arrive pas à définir son parcours académique. Je ne reviens pas sur ça, voyez-vous. Et donc, il y a beaucoup de cacophonie d'abord au niveau de son parcours académique, et je n'en dirai pas plus sur elle-même. Comment est-ce qu'elle se présente? Comment est-ce qu'elle parle aux jeunes? Comment est-ce qu'elle aborde les problèmes des jeunes? On ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre, un pays francophone bien évidemment, où il y a des gens, beaucoup de jeunes, je vous disais ici 65% de la population est jeune, loin de nous la prétention de dire que nous sommes plus intelligents que ceux qui nous suivent, mais quand même, les basiques. Comment aligner deux phrases en français? Comment pousser une réflexion? Ça, ce sont des éléments importants. Et celui qui doit représenter les 65% des jeunes de la RDC doit avoir les matériaux. Mais sur ce point, le Congolais sont partagés. Sur le même plateau, Jean-Marie Kassamba avait dit Pensarir que sous d'autres cieux, après la sortie médiatique de Grace et Mikutino, on l'aurait automatiquement viré. Il était sous le feu de la rampe. Le Congolais ne comprennent pas ça. Non, vous savez, nous sommes dans un pays où on décourage maintenant les valeurs pour ascenser les antivaleurs. Je suis du même avis que Jean-Marie Kassamba. On ne peut pas tolérer à ce que celle qui représente le jeune fasse des sorties médiatiques avec autant d'immondices grammaticales. À Kananga, le nom Bouénamountou résonne dans les mémoires comme une fierté scolaire, un modèle d'excellence catholique. Mais ce qui fut autrefois un temple du savoir, respecté et envié, n'est aujourd'hui qu'un vestige en souffrance. L'image la plus poignante reste celle de ces jeunes filles, assises à même les sols poussiéreux, tenant bon face à l'indignité silencieuse. L'école n'a pas assez de moyens pour se faire fabriquer les bancs, mais nous luttons. Mais alors que Bouénamountou incarne la déliquescence de l'école publique à Kananga, un souffle nouveau s'est levé ce samedi. Sous la bannière du service national, un acte fort a été posé. 3000 bancs ont été remis à 12 écoles de la ville dans le cadre de l'opération nationale des dotations mobilier scolaires. Une cérémonie sobre mais hautement symbolique s'est tenue à l'esplanade de l'Epo Katoka. Chaque établissement a reçu 250 bancs, remis par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabwik sur instruction directe du président de la République. Qu'après avoir décrété la gratuité de l'enseignement, une mesure salutaire qui a ramené plusieurs millions d'élèves dans les circuits scolaires, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pensé à l'amélioration des conditions d'accueil des élèves dans les écoles du pays. C'est pour cette raison qu'il a instruit le service national de fabriquer des bancs pupitres. Depuis le début de l'opération remise des bancs, plusieurs écoles, universités et instituts supérieurs ont déjà été dotés en bancs pupitres, aussi bien à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, comme à Lubumbashi et à Mbuji-Mayi. Aujourd'hui, c'est le tour de la ville de Kananga de recevoir 3000 bancs pupitres qui serviront à plusieurs écoles de la ville. Depuis l'indépendance, jamais les écoles de Kananga n'avaient bénéficié d'une telle dotation de la part de l'État. Entre larmes de gratitude et applaudissements nourris, les chefs d'établissement et élèves ont salué ce geste du président Félix Antoine Tshisekedi, perçu comme un début des réparations pour des années d'oubli. C'est depuis un temps que nos enfants tiraient leur connaissance dans des conditions qui les exposaient parfois aux intempéries. Aujourd'hui, grâce à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et par l'entremise du service national, sous votre direction, nous sommes bénéficiaires d'un lot de 3000 bancs pupitres
que vous allez remettre aux 12 écoles ciblées. Ces bancs permettront les meilleures conditions d'apprentissage et d'hygiène dans nos établissements scolaires. À Kananga, le service national est déjà familier du terrain. Lutte contre la vie chère par la production agricole, stabilisation du prix du maïs, construction d'écoles, les bâtisseurs de la République marquent le territoire par l'action concrète. Le service national, disais-je, n'est pas étranger dans la ville de Kananga, car les bâtisseurs formés à Kanyamaka CC ont construit des écoles dans la ville de Kananga, où les bâtisseurs visibles à Kanyuka, à Mouimba Telecom, à Saint-Martin-de-Porres sont visibles. Le service national a également construit des écoles à l'intérieur de la province du Kasaï central, notamment à Chimbulu dans le territoire de Tibaya, Chichankou dans le territoire d'Endemba et Matamba dans le territoire de Kazumba. Aussi, depuis fin 2022, le service national a ouvert des dépôts pour la vente du maïs ici dans la ville de Kananga. Mieux encore, un atelier de fabrication a été installé localement pour permettre la continuité de l'opération. Ce n'est donc pas un geste ponctuel, mais une vision à long terme, celle d'un État stratège, conscient que l'école publique n'est pas un luxe, mais un socle, et que redonner à des élèves un simple banc, c'est aussi leur rendre un peu de dignité, de respect et d'avenir. Chez vous, un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kasaï, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, de Joa Place, votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République, 2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Et si vos élèves pouvaient apprendre autrement, en pleine nature, au parc de la vallée de l'Ancélé? Chaque visite scolaire devient une véritable aventure éducative. Safari découverte, jeux interactifs, leçons sur les développements durables. Entre émerveillement et apprentissage, vos élèves vivront des moments inoubliables. Et ce n'est pas tout. Découvrez l'école verte, un espace unique avec salle de classe, dortoir confortable et petit déjeuner inclus. Ici, vos élèves peuvent dormir, étudier et s'imprégner pleinement de la nature dans un cadre sécurisé et pédagogique. Avec nos forfaits spéciaux école, profitez d'un package complet comprenant l'entrée au parc, le safari découverte, l'accès à la plaine de jeux, un menu buffet et bien plus encore. Et le meilleur, grâce à nos prix forfaitaires avantageux, vous offrez à vos élèves une expérience éducative unique et inoubliable. Le parc de la vallée de l'Ancélé. Apprendre en s'amusant, c'est possible. Alors, n'attendez plus.
Optez pour un forfait scolaire selon vos besoins et réservez dès aujourd'hui. Téléphone plus 243 89 603 27 13 plus 243 81 389 13 77. Contact WhatsApp plus 277 934 025 41. Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende Na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Le parc de la vallée de l'Antillé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antillé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Totikala Setseko Ndenali Puta Na wax de Maman Moseka Netoko Maka Légende Na 3.5 4.5 to 5.5 $, signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. La liberté consiste d'abord à ne pas mentir, là où le mensonge prolifère, la tyrannie s'installe ou se perpétue, disait avec beaucoup de pertinence Albert Camus. C'est par cette maxime, mesdames et messieurs, que nous ouvrons le débat. Merci de nous retrouver. Vous êtes bien entendu sur Politicon, la force du détail, dans une nouvelle aventure qui verra la participation d'un journaliste, éditorialiste, confrère et patron du média Liberté Actu. Avec lui, on va éplucher tout le grand sujet d'actualité qui agite la République démocratique du Congo. Et on parlera principalement de la situation qui prévaut au niveau de la Chambre basse du Parlement après la démission de Vital Kamerhe. Les processus en vue de son remplacement patinent encore. Nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Les vides laissés par Vital Kamerhe ouvrent un boulevard d'alliance et d'un combat intense entre les forces en présence au sein de la large coalition au pouvoir, Union sacrée. On parlera aussi du procès contre Joseph Kabila, dont le verdict a été rendu depuis la semaine dernière par la haute cour militaire. Depuis, les réactions fusent de partout, même des instances internationales qui se sont prononcées. Allons-nous vers l'apaisement ou vers l'enlisement de la situation sécuritaire dans l'est du pays? On va évoquer sous un grand angle cette question. Et puis on parlera exactement de la vie nationale, la vie en République démocratique du Congo, avec les fluctuations constatées depuis un certain moment, avec l'appréciation du franc congolais face au dollar américain. On en parle sur ce plateau avec l'excellentissime Dou Jésus Beledou. Que dis-je? Dou Jésus Beledou. Allez, soyez les bienvenus et merci. Merci de vous retrouver. Merci, estimé confrère Gédéon. Félicitations pour le travail. C'est ma première fois de passer dans cette émission sous ta direction, ta présentation. C'est un honneur et je t'encourage pour le travail que tu fais. Merci beaucoup. On est bien sur vos traces. Merci. Vous avez inspiré toute une génération de jeunes. Et aujourd'hui, vous êtes l'une des figures les plus prisées du petit écran. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et je voudrais que l'on commence par ce petit détour. Où serait Constant Moutamba depuis les prononcés de la Cour de cassation? Vous savez, Gédéon, on dit la justice élève une nation.
moi je piaffais d'impatience de voir l'aboutissement du procès Moutamba. Autant que je piaffais d'impatience de voir finalement qu'il y ait des procès sur plusieurs scandales financiers dans ce pays, mettant en cause quelques acteurs qui, entre guillemets, se sont avérés puissants. Mais au centre de plusieurs scandales. Mais puisqu'on parle de Constant Moutamba, parlons-en. Constant Moutamba a été mis au NIOF simplement parce que il y a eu une décision du Conseil des ministres. Je me souviens, nous sommes en 2014, si j'ai bonne mémoire, au mois de septembre. Il y a eu plusieurs invasions dans les prisons. Qu'est-ce qu'il y a eu finalement? Il y avait un problème de surpopulation, surpeuplement des prisons. Et ce qui a débordé la situation, c'est lorsque il y a eu évasion à Makala, où il y a eu plusieurs morts. Je crois que c'était un jeudi. Le vendredi, c'est le chef de l'État lui-même qui préside le Conseil des ministres et qui donne des instructions fermes au gouvernement. Il faut dépeupler les prisons. C'était une orientation du chef de l'État. Une orientation du chef de l'État. Il faut dépeupler les prisons en commençant par la prison centrale de Makala, la prison de Kisangani et bien d'autres prisons, le Vounou, etc. Et l'instruction a été donnée par le gouvernement au ministre sectoriel qui est le ministre de la Justice, Constant Moutamba, pour qu'il s'y mette. Il s'y mette. Constant Moutamba, qu'est-ce qu'il fait lorsqu'il arrive? Au sein du ministère de la Justice, il y a un fonds destiné aux victimes de la guerre de l'Est et de la guerre de Kisangani. Vous devez le savoir. Le fonds que gère le Frivao. Frivao. Et s'il faut faire une pédagogie, dans ces fonds de Frivao, l'Ouganda qui paye à la RDC, les dommages et intérêts commis pendant la guerre de 6 jours à Kisangani, avait exigé à ce que les fonds qui seront versés au gouvernement congolais ne soient pas directement versés dans le trésor public, mais que ce soit versé dans le compte du ministère de la Justice. C'est ainsi que le ministère de la Justice va créer Frivao. Et Frivao a les comptes pour indemniser les victimes, parce que c'est la répartition qui a été faite par la Cour pénale internationale. Il y a un fonds qui doit être déversé pour les victimes, mais il y a aussi un fonds d'exploitation illégale des minéraux. Parce que pendant la guerre des 6 jours, le Rwanda et l'Ouganda ont exploité illégalement les minéraux de Kisangani. L'écosystème a été entamé. L'écosystème a été entamé. Et il y a une répartition, parmi la répartition, il y a une autre répartition qui concerne justement cet argent-là. L'argent des bâtiments détruits, l'argent de l'écosystème, etc. Donc il n'est pas passé outre quand il a redirigé ses fonds vers Constant Moutamba prend justement la construction le de fonds qui concerne Kisangani. Et justement, les fonds qui concernent la réhabilitation à la prison, dans le compte attitré, tout passe, je ne reviens pas sur le procès, il saisit la primature, la DGCMP, etc., jusqu'à ce qu'on arrive à la conclusion. Mais l'instruction a été donnée. Vous avez suivi les procès, le chef de division à la justice a confirmé effectivement qu'il y a eu des descentes pour l'étude des terrains, il y a eu un terrain, etc. Je ne reviens pas sur ça. Mais qu'à cela ne tienne, Constant Moutamba a été condamné. Mais Constant Moutamba est condamné quelques jours après. Les 19 millions de dollars dont on a crié au scandale de détournement ont été retournés dans les caisses de l'État. C'est une première dans ce pays.
qu'il y ait un scandale financier, comme les gens le disent, il y a un scandale financier, et que l'argent soit retourné intégralement dans le trésor public. Une première dans ce pays. Mais Constant Moutamba est au niveau. Comment expliquer qu'on dit 19 millions détournés? Il y a une structure qui avait bloqué l'argent, je crois. La Sénaref. La Sénaref. La Sénaref a bloqué l'argent parce qu'il y avait intention de détournement. Mais il s'est fait que dans les comptes séquestres, les 19 millions de dollars dont on a parlé, on a scandé au détournement, y figuraient. Et donc, lorsque vous posez la question aux avocats de la partie de la République, on vous dit non. Il y a eu intention de détourner. Peut-être qu'on ne revient plus sur ça. On ne revient plus sur ça, mais... La Cour de cassation, on a peiné à prouver qu'il y avait un compte séquestre. Il s'agissait bel et bien d'un compte courant, selon ce qui a été défendu. Bon, il s'agissait d'un compte courant, oui. Je ne reviens pas sur ça, mais le plus important, c'est que l'argent est retourné dans la caisse de l'État. 19 millions. Est-ce que les 19 millions ont été retournés dans la caisse de l'État? Oui, Gédéon, on est d'accord. Constant Moutamba est quand même au niveau. 3 ans de travaux forcés, 5 années d'inéligibilité. Mais moi, je pose la question. Il y a un rapport, au moment où nous faisons cette émission, il y a une structure de la présidence qui vient de faire un rapport. La structure, c'est le Conseil présidentiel de veille stratégique. CPVS. Voilà. CPVS, que dirige François Mwamba. Que dit ce rapport? François Mwamba accuse Nicolas Kazadi d'avoir causé un retard de 3 ans et un gaspillage de 57 millions de dollars dans les projets des maisons préfabriquées. Il s'agit ici des maisons préfabriquées de Mukilanzo. Vous vous souvenez, en 2002, lorsqu'il y a eu des inondations qui ont fait 168 personnes en termes de décès, le gouvernement congolais a donné des instructions pour que le rescapé soit relogé. Parce que près de 78 ménages avaient connu des dégâts, des dommages. Des gens n'avaient pas où mettre la tête ou dormir parce que les maisons étaient endommagées. Il y avait eu des décès. Le gouvernement a octroyé 57 millions de dollars pour la fabrication, pour la construction de 1000 maisons préfabriquées. Nous sommes en 2022. Et c'est l'ordonnateur en ce moment-là, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui ne passe pas par la direction générale et la DGCMP, des passations des marchés publics. La primature n'est pas saisie, décaisse de l'argent au profit de la société Milvest. Nous sommes en 2025, bientôt c'est 2026. Aucune maison n'a été livrée à l'État congolais. Est-ce que les procureurs ne peuvent pas se saisir de ce dossier? Là, vous parlez d'un travail bien documenté par... CPVS. CPVS. Les maisons de Mukilanzo. Jusqu'aujourd'hui, l'argent décaissé intégralement. Mais on a connu ici des scandales, des procès, notamment lampadaires. Les lampadaires, les forages. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut nous dire combien de lampadaires ont été installés à Kinshasa? Ceux qui étaient reçu à bien s'en tirer. Ah, c'est ça le problème. Et au niveau de la justice, et au niveau de l'Assemblée nationale, vous vous souvenez, lorsque il y avait un réquisitoire du procureur général contre Nicolas Kazadi, il a été mis à côté. Mis de côté, le réquisitoire. Et donc, c'est ça le problème avec la justice congolaise. Qui entretient tout ça? Les 2 poids 2 mesures. Pourquoi Nicolas Kazadi, qui est au centre de plusieurs scandales financiers, ce n'est pas Beledou qui l'a dit, je vous ai parlé de 57 millions de Mukilanzo, je ne reviens pas sur les déclarations du ministre actuel des Finances, Nicolas Kazadi, et Doudou Fouamba, qui, lors de sa sortie médiatique, vous a fait des révélations gravissimes, notamment sur l'hôtel du centre financier. Pourquoi le centre financier est inachevé? On a octroyé tout l'argent, près de 500 millions de dollars pour la finition. On devait remettre à la clé le gouvernement congolais cet hôtel-là. Et l'hôtel sera exploité par... Et cet hôtel qui doit être exploité pendant 49 ans. Par 9 ans. Par un individu... Un quidam, alors que c'est l'État congolais qui a déversé la totalité de l'argent. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Mais il ne s'est pas vendu dans la nature, Nicolas Kazadi. Personne ne l'inquiète. Lorsque l'inspection générale des finances de Jules Alingué était alertée sur le scandale de détournement, notamment sur les centres financiers de Kinshasa, sur les détournements ici au niveau de l'ARENA,
au niveau du stade des Martyrs. Centre culturel. Centre culturel. Sur le surfacturation de Mukilanzo avec 57 millions de dollars, lorsque Gilles Alinguet était alerté sur le lampadaire, le forage, etc., on avait dit que c'était une chasse aux sorcières. On en voulait, etc. On a vu des gens prendre la défense de Nicolas Kazadi. Aujourd'hui, Gilles Alinguet n'est pas là. Les scandales de détournement qui pèsent sur Nicolas Kazadi continuent. On va sacrifier Moutamba, on récupère les 19 millions de dollars, mais on laisse en liberté Nicolas Kazadi, sur qui les soupçons de millions de détournements pèsent. Alors dites-moi, c'est ça l'état des droits que l'on veut? Maintenant, revenons sur le... Dans ce procès, je vais chuter par là. Qui est condamné. Je vais chuter par là. En principe, à partir du moment où la culpabilité est établie, il doit en principe purger sa peine. La question de savoir où serait Moutamba, parce qu'on l'on apprend depuis quelques heures qu'il serait relaxé, sorti des prisons. Qu'en savez-vous justement? Avant de répondre à votre question, dans la même logique, le même ordre d'idée, nous avons connu ici dans ce pays les procès 100 jours. 57 millions de dollars encore, avec les Jamal, etc. On n'a jamais réussi à récupérer cet argent jusqu'à ce jour. Au moment où nous parlons, tout le monde est en liberté. Tout le monde est en liberté. Et d'ailleurs, le chef de l'État lui-même avait dit, pendant que Kamer était incarcéré, il dit non, Kamer c'est un homme honnête, il a un rôle à jouer. Effectivement, il a joué un rôle, il a été président de l'Assemblée nationale. Est-ce que ce n'est pas lui-même qui a entretenu ça? Quand il parle du taux d'exécution du projet 100 jours, c'est une manière peut-être de laver ceux qui étaient au cœur de ce scandale. Oui, mais le problème là, c'est que le souci demeure. Où sont les maisons préfabriquées? Vous regardez, allez ici au Camp Kokolo, il n'y a aucune maison préfabriquée. Moi, je suis allé au Kassai, il n'y a pas de maison préfabriquée. Tout le monde est libre sauf l'argent. Tout le monde. Jamal est libre, tout le monde, je ne cite pas les noms déjà. Tout le monde est libre sauf l'argent. Dans le cas de Constant Moutamba, l'argent a été récupéré, mais Moutamba est au Niouf. Maintenant, venons-en. 2 poids, 2 mesures, hein? État des droits. 2 poids, 2 mesures. Venons-en maintenant à Moutamba. Vous savez, le combat de Constant Moutamba, c'est un combat noble. S'il n'y avait pas cette guéguerre entre Moutamba et la magistrature, dont tout le monde est d'accord que la justice est malade, même le chef de l'État lui-même a reconnu que la justice était malade, et il fallait trouver des thérapies pour justement guérir cette justice-là. Et on a eu justement un ministre de la justice qui a tenté de toucher la cible, la maladie, là où ça fait mal. Et on l'a mis au Niouf. Sur un procès que nous avons tous suivi et dont on a à redire. Maintenant, Moutamba est au Niouf, il est où? On incarcère, on prend Moutamba, on le prend, on pensait qu'il était à Makala, on dit non, tantôt il est à l'Ipécrime. Non, tantôt il est dans une maison à GB. Non, tantôt il est en liberté. On entretient un flou. C'est une première dans ce pays qu'un condamné de justice soit enlevé. Il y a un enlèvement qui ne dit pas son nom. Constant Moutamba a été condamné. Au lieu de l'amener à Makala, on dit tantôt il est à l'Ipécrime. Vous allez à l'Ipécrime? Non, il n'est pas là. Il doit être je ne sais pas où. Moutamba est enlevé. Et ça, c'est grave. C'est une entorse à la justice. Depuis quand quelqu'un qui est condamné, on va l'amener à l'Ipécrime. Mais les rumeurs font état de sa relaxation. Ce ne sont que des rumeurs. Depuis que Moutamba a été condamné, on ne vit que sur des rumeurs. La dernière apparition de Moutamba, vous l'avez vu, c'était une humiliation. On est venu le cueillir à la maison chez lui, en babouche, en jogging, et on l'a pris manu militari, avec des armes de guerre, avec des camions de guerre. On l'a ramené jusqu'au parquet, à la cour de cassation pour l'humilier. Et on a vu l'état de santé de Moutamba. Aujourd'hui, qui peut nous dire où se trouve Moutamba? Dans quelles conditions est-il? Et donc, on va d'entorse en entorse à la justice. Et ce que je voudrais dire ici en tant que citoyen congolais, c'est que il faudrait finalement que l'on laisse tranquille ses compatriotes qui a essayé de sortir la tête de l'eau pour élever la justice congolaise. Et il y a des choses à reprocher à Moutamba. Oui, il y a beaucoup de choses à reprocher à Moutamba. Mais son combat pour l'état des droits, son combat pour une justice juste,
C'est un combat qui a été apprécié. Il suffit simplement de faire le sondage, pas seulement au niveau africain, au niveau congolais ici. Quand vous faites un sondage en RDC, vous voyez comment est-ce que le peuple avait adopté les réformes qu'avait apporté Moutamba, notamment au niveau de la sécurité, au niveau de Koulouna. On a vu qu'à un certain moment, il y avait une peur de jeunes de pratiquer le Koulouna parce que la justice avait haussé les tons. Et donc, je pense qu'il revient à ceux qui manipulent l'appareil judiciaire de protéger ce monsieur, d'abord. De lui accorder peut-être une réparation. Oui, pourquoi pas l'accorder une liberté provisoire? Si erreur il y en a eu. Pourquoi pas l'accorder une liberté provisoire? Est-ce que le fait de lui éviter la prison, ça ne voudrait pas dire que c'est peut-être la manière d'arranger les choses pour... Jusque-là, on ne sait pas si on évite la prison ou on l'a emprisonné. Je vous ai dit ici, pour d'aucuns, Moutamba serait enlevé. On ne sait pas où il se trouve. Et ça inquiète sa famille, ça inquiète l'opinion. On doit savoir justement où on l'a placé. Vous êtes passé à Makala, il n'y est pas. Il n'y est pas. Ce qui est vrai, Moutamba est partout sauf à Makala. Sauf à Makala. Et donc, ça doit être une alerte pour que l'autorité judiciaire finalement nous dise aux Congolais, parce que Moutamba ne s'appartient plus, beaucoup de jeunes se reconnaissent en lui, beaucoup de Congolais se reconnaissent en lui, il faudrait qu'on dise aux Congolais où se trouve actuellement Moutamba et dans quel état de santé se trouve-t-il, parce qu'il en va de l'honneur de la République. Comment peut-il rebondir après le prononcé du verdict de la Cour de cassation, surtout lorsqu'on insiste sur son inéligibilité pendant 8 ans? C'est un jeune fougueux qui a plein d'énergie. À un certain moment, il représentait l'espoir pour peut-être cette jeunesse ou pour ceux qui se reconnaissent certainement en lui. Comment doit-il faire pour reprendre les choses à main et être dans l'arène de la politique et mener à bien son combat? Je pense c'est le parcours des grands hommes, c'est le parcours de tout homme politique qui est appelé à faire des grandes choses. Regardez Mandela, il a été incarcéré pendant autant d'années, 2 décennies, etc. Après, Mandela a su renaître de ses cendres. Et les cas sont légion comme ça en Afrique et partout ailleurs. Et donc, moi je crois que Moutamba a le bon profil pour prétendre à des grandes ambitions dans les jours qui viennent. Ce qui lui arrive, c'est une porte vers la gloire. Ça pourrait aussi être une porte vers la gloire. Moi, j'en suis convaincu. Il suffit simplement qu'il reste concentré. Il suffit simplement qu'il apprenne de ses erreurs. Il suffit simplement qu'il comprenne combien il est important pour les millions de Congolais qui ont suivi de près ce que d'aucuns ont qualifié de parodie de justice. Il suffit simplement de mesurer l'ampleur de l'ambition qu'il a lui-même, et il comprendra qu'il a encore un rôle à jouer. Et pour un homme politique, c'est comme le phénix. Le phénix finit toujours par renaître de ses cendres. Et donc, il a encore beaucoup à donner. On a connu dans ce pays des gens qui ont été condamnés à 20 années de prison. Après, au bout de 2-3 ans, ils ont été mis en liberté et ils ont occupé des responsabilités dans ce pays. Et je crois que Moutamba ne devrait pas considérer la prison comme une fatalité. Mais par contre, il doit utiliser cette posture, cette position qu'il a aujourd'hui pour justement renaître et faire valoir ses compétences et ses ambitions et beaucoup plus son engagement pour un Congo meilleur demain. Et donc, et rien n'est perdu pour ce compatriote, il est jeune, 37 ans, trop jeune. Et il doit juste savoir jouer sa partition pour rebondir. Et plus grave, plus loin encore, lorsque l'on lit la réelle politique, on peut en déduire que pourquoi pas, demain il sera le dauphin de Félix Tshisekedi. Pourquoi pas? Et pourquoi pas, demain il sera le dauphin de Félix Tshisekedi. Non, mais les gens, Félix Tshisekedi, certains laissaient entendre que il aurait dit de temps en temps, ou il dirait de temps en temps que après lui, le pouvoir va aller dans le Bas-Congo ou les Bandundu. Mais d'autres encore disent, non, Félix Tshisekedi dit, non, pourquoi pas le pouvoir pourrait rester vers le Bao, etc. Et donc, ça, ce sont des choses qui s'est dit, moi je ne confirme pas. Et donc, Moutamba, la prison ne peut qu'être aussi un tremplin pour que demain, il rebondisse et il prétende à des grandes responsabilités. Donc, il n'a rien perdu, moi je pense. Il doit garder la tête haute et regarder l'avenir.
Tout porte à croire qu'il a encore l'avenir devant lui. Exactement. Et quand vous présentez cette réalité, oui, il faudra le reconnaître, car le président Tshisekedi, depuis un certain moment, est de plus en plus imprévisible. Voilà. Très imprévisible. Allez, nous allons prendre cette vidéo et puis j'aurai votre avis sur ça. On écoute cette vidéo de la cérémonie d'investiture du Conseil national de la jeunesse à laquelle le président a participé. Et puis on va revenir sur ce plateau. Le Conseil national de la jeunesse doit porter haut et fort les aspirations de la jeunesse congolaise dans les instances nationales et internationales avec clarté, courage et cohérence. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi en tant que ministre en charge de la jeunesse de souligner une réalité qui mérite d'être reconnue. Le Conseil national de la jeunesse, organe représentatif de millions de jeunes Congolais, fonctionne aujourd'hui sans rémunération. Je répète, permettez-moi, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, en tant que ministre en charge de la jeunesse, de souligner une réalité qui mérite d'être reconnue. Le Conseil national de la jeunesse, organe représentatif de millions de jeunes Congolais, fonctionne aujourd'hui, ou dirais-je depuis toujours, sans rémunération, sans indemnité, ni moyens logistiques. Et pourtant, malgré cette situation, ces jeunes ont accepté de s'engager, de se lever et de servir leur nation. Ils ne le font pas pour l'argent, mais pour l'amour de la patrie. Leur dévouement démontre aujourd'hui que la jeunesse congolaise est prête à bâtir la République avec sacrifice, discipline et patriotisme. La preuve d'une jeunesse qui n'attend pas pour donner, parce qu'elle est déjà debout et engagée pour une cause commune, la nation. Mesdames et messieurs, le ministère de la Jeunesse s'engage à accompagner ce bureau avec rigueur, transparence et ambition. Nous appelons les institutions de la République, les partenaires techniques et financiers, les agences du système des Nations Unies et les ONG à travailler main dans la main avec ce Conseil pour co-construire des solutions durables. À vous, chers jeunes de la République, ce Conseil est le vôtre. Ce Conseil est le nôtre. Il ne vous représente pas seulement. Il vous appartient. Engageons-nous. Engagez-vous. Proposez. Surveillez. Mais surtout, construisons. Car l'avenir du Congo ne se décrète pas. Il se bâtit avec vous aux côtés de notre repère et père de la nation congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Excellence, Monsieur le Président, chef de l'État, Madame la Première ministre, Honorable Président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, distingués invités, l'investiture de ce nouveau bureau est un acte républicain, un acte de foi en notre jeunesse,
un acte de construction nationale. En tant que ministre de la Jeunesse, je prends l'engagement solennel de faire du ministère un acteur économique, social et culturel au service de l'émergence d'une jeunesse productive, connectée, citoyenne et fière. Je vous remercie. De suivre le discours de la ministre de la Jeunesse. Beledou, vous avez certainement suivi la vidéo. Ma question, c'est de savoir quel est votre regard sur le ministère de la Jeunesse et sur l'actuel ministre qui anime ces grands méga ministères, que celui de la Jeunesse. Est-ce à ce jour, pouvons-nous s'accorder à dire que le ministère de la Jeunesse a un contenu? Moi, je crois que le problème au niveau du casting, ce ministère a malheureusement eu le malheur d'avoir des ministres qui n'ont pas été à la hauteur, qui n'ont pas su comprendre le problème des jeunes et qui n'ont pas su apporter des réformes sérieuses justement pour rencontrer les préoccupations des jeunes. Vous savez par exemple celle qui était avant Coutinho, je crois... Nato, on n'a rien compris de son passage dans ce ministère, si ce n'est que des draps plaies à travers la ville. Elle a pratiquement couvert les drapeaux, le pays des drapeaux. En fait, on se pose la question. Est-ce que ceci ne relève pas de plus en plus qu'il y a d'une politique qui n'est pas orientée? Non, mais justement. Comment à ce niveau-là, vous n'arrivez pas à appliquer la politique du gouvernement? Quelle est la politique d'abord du gouvernement dans ce sous-secteur? Bon, la politique du gouvernement, oui. Les problèmes des jeunes sont génériques, sont connus. Il y a le problème de formation, le problème d'encadrement, le problème d'emploi, etc. Les problèmes des jeunes sont connus de manière générique. Mais on a eu, j'ai parlé d'un cas ici, on a eu une ministre de la Jeunesse qui ne comprenait pas justement comment faire pour implémenter ces problèmes génériques et la porter jusqu'au niveau des solutions. Je vous ai parlé d'une campagne des draps plaies à travers la République, etc. On se pose la question, quel impact cette campagne avait apporté justement aux jeunes? Aujourd'hui, cette dame est ministre de la... vice-ministre aux Affaires étrangères, après un fiasco au ministère de la Jeunesse, on la voit au ministère des Affaires étrangères, un ministère de souveraineté. On se pose la question, si Kaikwamba est malade, c'est elle qui ira représenter le pays, et qu'est-ce qu'elle en sait de la diplomatie des Congolaises? Je reviens à celle qui a été nommée. Je pense qu'à un moment donné, il faut interroger les castings. Est-ce qu'elle est bien? Qu'est-ce qui concourt justement à la nomination des gens? Je disais ici, je suis très content de voir des jeunes prétendre à des responsabilités, mais mettez-nous un jeune comme Constant Moutamba, un jeune qui sait se défendre. Mettez-nous un jeune comme Liao, un jeune qui sait se défendre. Et mettez-nous un jeune comme Gédéon, par exemple, un jeune qui sait se défendre. Mais ne nous mettez pas de gens qui vont découvrir pour la première fois les signataires sur une table. Est-ce le cas pour mais justement, c'est le cas pour cette jeune dame qui, d'abord, elle-même n'arrive pas à définir son parcours académique. Je ne reviens pas sur ça, voyez-vous. Et donc, il y a beaucoup de cacophonie d'abord au niveau de son parcours académique, et je n'en dirai pas plus sur elle-même. Comment est-ce qu'elle se présente? Comment est-ce qu'elle parle aux jeunes? Comment est-ce qu'elle aborde les problèmes des jeunes? On ne peut pas comprendre dans un pays comme le nôtre, un pays francophone bien évidemment, où il y a des gens, beaucoup de jeunes, je vous disais ici 65% de la population est jeune, loin de nous la prétention de dire que nous sommes plus intelligents que ceux qui nous suivent, mais quand même, les basiques. Comment aligner deux phrases en français? Comment pousser une réflexion? Ça, ce sont des éléments importants. Et celui qui doit représenter les 65% des jeunes de la RDC doit avoir les matériaux. Mais sur ce point, le Congolais sont partagés. Sur le même plateau, Jean-Marie Kassamba avait dit pince à rire que sous d'autres cieux, après la sortie médiatique de Grassemi Coutinho, on l'aurait automatiquement viré. Il était sous le feu de la rampe. Le Congolais ne comprennent pas ça. Non, vous savez, nous sommes dans un pays où on décourage maintenant les valeurs pour ascenser les antivaleurs. Je suis du même avis que Jean-Marie Kassamba. On ne peut pas tolérer à ce que celle qui représente le jeune
fassent des sorties médiatiques avec autant d'immondices grammaticales. C'est grave, cher Gédéon. C'est grave, nous sommes un pays francophone. Qu'est-ce que nous voulons finalement? Alors, si nous voulons les antivaleurs, alors laissons le pays être géré par des antivaleurs. C'est un facteur atout. Effectivement, effectivement, le pays. Nous sommes un pays francophone, on apprend en français. C'est la langue officielle, c'est la langue de travail. Si on ne maîtrise pas la langue de travail, on n'a qu'à aller faire d'autres métiers qui ne nécessitent pas à ce que l'on exploite la rhétorique ou on fasse recours à sa rhétorique. Parce qu'il y en a beaucoup de métiers comme ça. Si vous êtes par exemple mécanicien, si vous ne maîtrisez pas l'anglais, c'est un critère. Vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes pas obligé justement de venir embrouiller les Congolais dans un secteur où les Congolais seront regardant sur justement la rhétorique ou le parler du discours de notre ministre de la Jeunesse. C'est très important. Sous d'autres cieux, une dame qui présente des insuffisances au niveau des syntaxes, au niveau des phrases, au niveau de la réflexion même, devrait démissionner. Parce que c'est ça la rigueur que les gens doivent avoir vis-à-vis de... Sinon, on est perdu. Moi je suis parmi... savoir comment le casting est fait. Comment croire en les compétences c'est ça le problème. Si vous-même vous êtes compétent. Justement, au fait, le problème, c'est que c'est ça, le problème part au niveau des castings. Je n'aimerais pas répondre à cette question qui est un peu piégée et orientée, mais ceux qui nous suivent peuvent comprendre effectivement qu'il y a un souci des castings. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quelqu'un disait, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Les mots pour le dire viennent aisément. Les mots pour le dire viennent aisément. On ne peut pas comprendre que même au niveau de la réflexion, il y a une campagne qui a été lancée par notre ministre de la Jeunesse qui disait aller recueillir les problèmes des jeunes en province. Mais elle-même ne sait pas justement expliquer la quintessence même de sa démarche. Parce que les problèmes des jeunes sont connus. Très connus même. Est-ce qu'il faut justement aller à Bouende pour comprendre que des jeunes de là doivent avoir des écoles de formation par exemple? Il faut aller nécessairement là-bas. Est-ce qu'il faut nécessairement aller chez moi à Bouta pour comprendre les problèmes des jeunes de là, du coin? Non. Les problèmes sont là, sont génériques, sont connus. Il suffit maintenant d'apporter du concret à travers des réformes sur ce qui existe déjà. À un moment donné dans ce pays, nous sommes allés d'états généraux en états généraux. En fait, l'intérêt n'est pas au niveau de la jeunesse. L'intérêt est au niveau de l'argent. L'intérêt, c'est déployer des moyens pour que j'aille en province, pour que je fasse des expéditions, pour que je remplisse des poches. C'est ça l'intérêt. En fait, l'intérêt est ailleurs. L'intérêt des états généraux que nous avons eu de gauche à droite, à un moment donné, l'intérêt c'est au niveau financier. Quand vous ça n'a rien à voir. Son discours le samedi dernier, moi je me dis, est-ce qu'elle comprend pourquoi elle est là? Elle se substitue pratiquement à une structure portant les revendications ou faisant le plaidoyer. Parce que quand il demande au président de répondre aux besoins que rencontre le Conseil national de la jeunesse, est-ce que c'est ça le travail? Non, mais au fait, le problème, c'est que la ministre de la jeunesse confond, très souvent, elle confond son auditoire à l'ECODIM. Elle confond son auditoire à ces jeunes enfants dont elle peut passer... raconter sa vie et les gens disent après amen. Ce n'est pas ça justement lorsque vous êtes appelé à des responsabilités. Le rôle du ministre de la jeunesse n'est pas de se livrer en spectacle avec des revendications de la lucha, des revendications des mouvements citoyens, des revendications. Son rôle justement c'est apporter des réformes et afin de mener des démarches pour la concrétisation de ces réformes là. Point barre à la ligne. Et donc, si l'on continue à jouer les shows, à faire du spectacle, c'est parti pour un autre fiasco. Et je pense que Mobutu avait raison de créer en son temps l'école Makandaka Bobi. Pour apprendre moins aux gens, voilà ça les signataires. Voilà, dans un bureau de l'État, on n'appelle pas un groupe de soutien pour venir chanter les Djalelo en son honneur. Ça, ce sont des choses qui s'apprennent. Vous êtes ministre, voilà comment on s'habille. On ne va pas faire les matalana dans un cadre institutionnel.
Vous allez en voyage, vous prenez des photos en business class, vous croisez les gens, vous publiez. Vous allez, c'est ça les éléments. Et donc, on comprend que le problème, il est profond et qu'il ne faut rien attendre de cette jeune dame parce que si elle est là, simplement, c'est parce que son père a eu à mener un combat contre Joseph Kabila. Il a cité plusieurs fois le nom de Joseph Kabila. Et après, on a récompensé la fille qui, elle-même, n'arrive pas à comprendre. Elle dit qu'elle est née en 2000. En 2025, elle est allée en France. En 2016, elle est revenue avec des diplômes. La tête, elle-même, elle pense qu'elle a la tête. Elle dit j'ai la tête, j'ai validé mes diplômes avec un français rempli d'immondices grammatical. Et c'est elle, malheureusement, qu'on nous bombarde et qui confond très souvent le rôle du ministre de la Jeunesse au rôle d'un prédicateur de l'école des dimanches. En tout cas, toutes nos critiques, ce n'est pas pour décourager ce que fait la ministre, Madame Grace Mikutino, mais c'est pour la pousser à mieux travailler au mieux de ses capacités pour donner des résultats, délivrer des résultats qu'attend la jeunesse congolaise. Oui, et il va sans dire qu'il faut un ministre d'un profil qu'il faut pour répondre aux défis que nous connaissons déjà. Merci beaucoup, Dou Jésus Beludou. Nous allons évoluer avec la question économique, les fluctuations auxquelles nous assistons à la République du Congo. Oui, le Congolais entre désillusion et espoir. Quel est votre regard sur cette question? Comment d'abord vous vivez ce changement brusque ou cette appréciation du franc congolais face au dollar américain? J'aimerais d'abord, avant d'aborder cette question, toujours sur le plan économique, j'aimerais d'abord faire un clin d'œil. Pour une première fois dans ce pays, nous avons quand même des gens, parce que nous ne sommes pas là que pour critiquer négativement, nous avons quand même des gens dans ce pays qui, contre vents et marées, essayent de produire des résultats et de rester calmes. Le cas de Moukoko Samba, je crois VPM de l'économie. Vous savez, depuis qu'elle est là, c'est une première dans ce pays de voir les prix du carburant à la pompe baisser. Nous sommes passés pour le carburant de 3440 francs congolais à 2990. C'est-à-dire une baisse de pratiquement 15%. Et ce, pendant près d'une année que cela demeure. C'est une première. Et lorsque vous questionnez qu'est-ce qui a concouru à cela, on vous dira clairement qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bras de fer qu'il y avait avant entre les pétroliers et le gouvernement congolais. Parce que c'est un homme effacé. Hein? Mais justement, c'est un homme effacé. En sourdine, il fait beaucoup de choses. C'est un homme effacé qui ne parle pas beaucoup. Mais sur la question, par exemple, des manques à gagner. Des pétroliers. Des manques à gagner des pétroliers. Vous savez qu'est-ce que Moukoko Samba a fait? Nous sommes passés de 2023 à 2024 où l'État congolais devait déverser 281 millions de dollars pour les subventions des manques à gagner des pétroliers à seulement 31 millions de dollars en 2024. Ça veut dire que l'État congolais a pu économiser près de 250 millions de dollars à partir de 2024. Et tout est passé par quoi? Tout est passé justement par une évaluation de tous les pétroliers. Parce que il y avait des pétroliers qui existaient, on en a recensé près de 300. Et parmi ces 300, il y en avait justement qui bénéficiaient des subventions de l'État alors qu'ils n'en avaient pas qualité. Et l'évaluation a fait que l'État congolais a pu identifier près de 80 sur les près de 300, près de 81 entreprises pétrolières qui, en principe, devraient bénéficier des subventions et des manques à gagner. Le reste, ce sont d'ailleurs eux qui devaient à l'État. Il y a notamment les compagnies minières qui polluent, qui font justement souvent des fausses déclarations, qui en principe devaient payer les carburants bruts et non bénéficier des subventions de l'État. Et c'est le travail qui a été fait par les ministères de l'économie. Et nous sommes passés de 281 millions de dollars des pertes et manques à gagner des pétroliers jusqu'à 31 millions de dollars. Donc l'État congolais a pu capitaliser 250 millions de dollars. Il est passé de la théorie à la pratique. De la théorie à la pratique. Et donc aujourd'hui, si l'on veut comprendre pourquoi il y a une stabilité du prix
d'essence à la pompe, une première, justement parce que ça se justifie à ce niveau-là. Qu'en est-il alors des prix de première nécessité? Mais aujourd'hui, avec la baisse du dollar, il y a quand même eu des efforts significatifs au niveau des prix des denrées des premières nécessités. Je peux vous citer quelques-uns ici. Allez-y. Aujourd'hui, avec la baisse du prix, la baisse du taux, je crois que le taux directeur au niveau de la Banque centrale est à peu près à 25 000. On a un sac de riz qui est passé de 65 000 francs congolais à 59 000 francs congolais. Là, quel est votre référentiel? Le taux référentiel. Vous regardez Talo? Oui, justement, Talo. Les deux référentiels, c'est Talo. Ça, c'est compliqué. Mais justement, oui. Avec cette application, cela va arriver crescendo, voyez-vous. Cela va arriver crescendo. Parce que le problème avec Talo, c'est qu'on ne sait pas actualiser le prix et parce qu'il y a un problème d'argent. On ne sait pas déployer les inspecteurs exactement. Dans tout le coin de la capitale exactement. pour se rendre compte de l'effectivité du prix ou si à tout le niveau le prix est respecté. Exactement. Et donc, mais il y a quand même une baisse significative. C'est vrai que tout n'est pas encore rose jusque-là, mais il y a quand même une baisse significative de prix. Et ça, c'est un travail qui s'est fait. Je vous disais ici au niveau des hydrocarbures. D'ailleurs, le chef de l'État venait de remercier, de féliciter Moukoko Samba pour cette prouesse-là. Et il n'y a pas que le chef de l'État. Je parlais de la baisse des pertes et manques à gagner les pétroliers qui est passé de 281 millions de dollars à 31 millions de dollars. Il y a même le FMI qui avait envoyé l'un de ses représentants ici qui a rendu hommage au ministre, au VPM de l'économie pour cette prouesse. Et donc, ceci a eu pour répercussion l'augmentation des recettes fiscales, grâce notamment aux réformes des achats de carburant dans le secteur minier. Et donc, ça veut dire que les miniers qui ne payaient pas ne payaient pas les carburants au prix normal, les miniers qui bénéficiaient des subventions de l'État illégalement, aujourd'hui, on les a recensés, répertoriés, et ces miniers-là, aujourd'hui, commencent à payer les pétroles bruts avec la somme qui devait être payée. L'État commence donc à récupérer l'argent qui lui échappait de cette subvention qui échappait justement à l'État. Et donc, la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, l'État congolais a pu augmenter ses recettes fiscales. Et ça, ce sont des prouesses que nous devons justement au ministre de l'économie avec la stabilité. Ça, c'est une bonne chose. Et si chaque ministre le faisait dans son secteur en ce qui le concerne, on aurait à mobiliser des recettes. Justement, ça veut dire que ce que Moukoko Samba a fait, ce n'est pas de la magie. Il suffit simplement de rester concentré dans le secteur dans lequel vous êtes. Bon, lui, il a la chance d'être un professeur d'économie patenté. Il a travaillé avec Matata à l'époque. Et aujourd'hui, il revient au ministère de l'économie. Pour ceux qui connaissent le professeur Moukoko Samba, ce n'est pas une surprise. Et pour le journaliste que nous sommes, nous menons aussi nos plaidoyers pour que la stabilité que nous constatons aujourd'hui demeure, ne soit pas un poudre de perlimpinpin. Et donc, quand ça marche, il faudrait saluer les réformes apportées. Et il faudrait dire ici que il fait partie désormais de la cible des détracteurs de Félix Tshisekedi qui pensent que puisqu'il fait des prouesses, il doit être mis de côté parce que ça va honorer les bilans de Tshisekedi. Nous disons non. Il est par contre l'homme encouragé pour des réformes courageuses qu'il a apportées au ministère de l'économie. C'est une première dans ce pays que nous voyons la baisse du prix de carburant, la baisse du prix des denrées alimentaires. Et d'ailleurs, c'est ça le peuple d'abord de l'UDPS. Le peuple d'abord, qui est le slogan de l'UDPS, c'est le social. Et le social, c'est justement la baisse des prix, le pouvoir d'achat des Congolais pour vivre de manière décente. Mais le problème avec l'économie, c'est que c'est complexe et parfois on ne comprend rien. Il faut de plus en plus des explications de ces genres pour essayer de faire comprendre aux Congolais d'où nous venons, qu'est-ce qui est fait et où nous allons. Et donc le ministre
doit aussi chercher à libérer sa voix, à expliquer aux Congolais ce qui est fait exactement. Et ça, c'est un plaidoyer. Il doit de temps en temps accepter l'invitation des journalistes, venir communiquer. C'est toutefois important de savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans ce secteur. Mais bon, est-ce que c'est important pour lui de communiquer quand on a déjà de manière palpable la réduction des prix? Ça aussi, c'est une question. Et quant au prix des denrées de première nécessité, vous avez dit, la courbe est en train de suivre. La courbe est en train de suivre la fluctuation, mais ce n'est pas encore évident. Ce qui est sûr, il ne faut pas qu'on se leurre. C'est vrai, il y a eu, notamment au niveau des maïs, vers l'Ikassi, vers le Grand Katanga, on a vu une baisse systématique parce que les fournisseurs sont à la frontière. On a vu une baisse systématique, notamment au Kasaï aussi, parce que ça, ce sont des denrées très consommés, prisés dans cette partie du pays. On a remarqué aussi une baisse significative des poissons chinchards, des chinchards, des cartons chinchards, des baisses significatives, notamment à Kinshasa. Baisse significative. Oui, il y a baisse. Hein? Moi, ma femme est allée au marché, elle m'a dit que le kilo de chinchards, une baisse de 1500. 1500. C'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup dans l'économie. Et donc, il y a une baisse significative. C'est une première. Paris ne s'est pas construit en un jour, mais c'est une première dans ce pays que nous voyons la baisse du taux d'échange et la baisse de prix. Vous savez, j'ai joué un ami journaliste aussi. Souvent, on dit que ça, dollar equity, mais ça c'est une première. Dollar equity, et ça, ce sont des choses à encourager. Il est vrai que Moukoko Samba ne travaille pas seul. C'est l'impulsion gouvernementale qui est donnée par la première ministre Judith Suminwa Tuluka qui s'investit nuit et jour justement pour l'effectivité de la baisse des prix, parce que c'est elle qui porte la politique gouvernementale dans le programme du gouvernement. Et il y a maintenant des partitions à jouer, et parmi les gens qui jouent un grand rôle dans cette baisse des prix, il y a notamment le ministre des Finances, Doudou Fwamba, Likunde Libotaï, qui est un ministre qui connaît et qui maîtrise le rouage financier. Et d'ailleurs, grâce à lui, on a pu comprendre effectivement qu'est-ce qui n'allait pas au ministère des Finances avec les paiements en urgence. À partir de sa chambre, on pouvait atteindre la banque centrale pour payer un pain à côté ou payer, etc. Il a cassé certains contrats qui ne profitaient pas à l'État congolais. On a parlé ici des contrats Milvest, etc. pour mettre de l'ordre. Et enfin, le plaidoyer mené par la première ministre pour les grandes villes, notamment les infrastructures à Kinshasa, Kisangani, dans les Kasaï, etc. Aujourd'hui, c'est une effectivité. Le gouvernement congolais central, à travers le ministère des Finances, a déployé près de 115 millions de dollars pour les infrastructures routières à Kinshasa. Vous voyez, Kinshasa est en chantier aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu un gouvernement, la première ministre, qui a élevé les tons, qui a donné des orientations au ministre des Finances. Aujourd'hui, Kinshasa est en chantier. Vous voyez des routes qui sont en train d'être construites et en béton. Et ce que j'apprécie, c'est moins coûteux. C'est moins coûteux. Et c'est durable. Ça résiste. C'est durable et tout ça. Et c'est sous l'œil regardant et vigilant du ministre des Finances qui fait le suivi. Et donc, ça, ce sont des choses à encourager dans ce gouvernement qui marquera les esprits des Congolais parce qu'il y a quand même des prouesses. Là où il fallait Bumba construise 1 kilomètre de route avec les fonds de la ville de Kinshasa, c'est l'État congolais, le gouvernement central qui le fait. De livrer 500 000 km de route. Est-ce que va-t-il atteindre ses objectifs? Parce qu'il y a aussi... il est aussi tenu à l'obligation des résultats. Oui, mais Bumba, Daniel Bumba, c'est les gros bébés de la République. C'est les gros bébés de la République. Non, ça veut dire les gros bébés qui a toujours bénéficié des assistances. On ne sait pas pourquoi. Ça veut dire que depuis qu'il est là, il a refusé même d'aller loger son bureau, d'aller rester chez lui au bureau de l'hôtel de ville ici. Il est allé loger à Milvest. Tantôt, c'est le gouvernement central qui l'octroie des moyens. Aujourd'hui, est-ce que les députés provinciaux peuvent nous dire combien la ville mobilise? On ne sait pas. Pourtant, on a la DGRK, on a la DGPEC, on a les régies de mobilisation des recettes. Mais c'est le gouvernement central qui continue à octroyer des moyens à Daniel Bumba. Et j'ai appris pour une première fois qu'il y a eu une motion de défiance contre lui
à l'Assemblée provinciale et qu'il tenterait de l'étouffer avec quelques billets verts. Ça, c'est ce qu'on apprend de gauche à droite. Et si cela s'avère vrai, nous pensons que c'est très gravissime parce que l'Assemblée provinciale doit jouer son rôle de contrôler l'exécutif. Et on a appris que par moment où il y avait une pétition contre les présidents de l'Assemblée provinciale, il s'était déporté, c'était la vice qui avait pris qui joue l'intérim. On apprend aussi qu'il y a des manœuvres pour destituer la vice. Simplement parce que lorsqu'elle avait pris la parole, elle a voulu en savoir un peu plus sur les recettes, quid de la mobilisation des recettes de la ville de Kinshasa. Et Bumba s'est senti directement touché et il y a encore des manœuvres de pétition contre lui. Et les proches de la vice-ministre et la vice-présidente de l'Assemblée nationale dénoncent, et de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, dénoncent les manœuvres de Daniel Bumba qui manœuvrerait pour justement aussi qu'il y ait une pétition pour faire tomber la présidente. Au fait, on veut faire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa une caisse de résonance en faveur de Daniel Bumba. Nous, en tant que journalistes, on dit non, laissez la démocratie vivre. Il est vrai que le gouvernement central a octroyé près de 115 millions de dollars, mais nous voulons aussi que l'Assemblée provinciale interpelle Daniel Bumba sur des questions cruciales de Kinshasa, notamment les questions d'insécurité, la question de la mobilisation des recettes. Combien Kinshasa mobilise? Parce que les recettes de Kinshasa n'est pas fait pour partager entre copains. Oui, je dois rappeler, c'est l'ancien gouverneur de Kinshasa, Ngobila, avait laissé un budget de près de 1 milliard 900 quelques millions de dollars américains. Et le budget, en passe d'être voté à l'Assemblée nationale, ne va pas vraiment au-delà. Donc, c'est provincial. De l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial, c'est pas grand-chose par rapport à ce que Ngobila a laissé. Donc, alors que la ville de Kinshasa dispose de beaucoup de ressources, ressources de mobilisation de recettes. Donc, il faut rectifier les tirs ici. On va finir avec vous en abordant ces deux questions. On parle toujours des institutions et la démission de Vital Kamerhe ouvrir la brèche à un processus de nomination, bien d'organisation d'élection en vue de son remplacement. Ça patine encore à ce niveau-là. Et puis, votre regard critique sur la situation d'électeurs au niveau de l'Assemblée provinciale du Congo central. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que toutes ces situations n'ouvrent-elles pas un jeu d'alliance intense au moment où le Congolais a besoin du pain et de la paix? Vital Kamerhe n'est pas irréprochable. On a beaucoup de choses à reprocher à Kamerhe. Et d'ailleurs, les députés pétitionnaires l'avaient démontré à plusieurs fois lorsqu'ils prenaient la parole en public sur la gestion de Vital Kamerhe. Il y avait à boire et à manger. Cependant, Gédéon, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale est tout sauf la démocratie. Comment comprendre que vous défenestrez les présidents pour mégestion alors que vous laissez le questeur et les questeurs adjoints? Mais les dépenses sont validées par les questeurs et les questeurs adjoints. C'est incompréhensible. D'aucuns diront non, le président c'est lui l'ordonnateur principal. Mais s'il est l'ordonnateur principal, il y a toujours une complicité. C'est ça le problème. Ça veut dire ce qui s'était passé, la plénière qui s'est tenue après la démission de Vital Kamerhe, et tout sauf la démocratie à l'Assemblée nationale avec Tshilombaï. L'on se pose même la question, qu'est-ce qui se passe à la tête de Tshilombaï, dans la tête de Tshilombaï, ou qu'est-ce qui se passe à l'Union sacrée? Il y a fait une pétition notamment contre Vital Kamerhe, contre le rapporteur Jacques Njoli, contre le questeur et le questeur adjoint. Kamerhe démissionne, le rapporteur démissionne, et le rapporteur adjoint démissionne. On dit d'elle qu'elle est allée voir les M23, etc. On comprend, elle a démissionné. Mais il restait trois, Njoli, questeur et questeur adjoint. Ils ont été sauvés des justesses. Au niveau de la commission de la conférence des présidents, où les présidents s'étaient réunis pour traiter les pétitions, les rapports qui ont été remis au bureau provisoire pour lire à la plénière n'est pas identique à celui dont
le président du groupe parlementaire avait pondu dans la commission. Et qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque Tshilumba lit ce rapport, les députés qui avaient pris part à la commission des pétitions disent non, non, ce n'est pas le rapport que nous avons pondu. Et des coutumes parlementaires, Tshilumba devait soumettre au vote ces rapports-là, que ce soit adopté ou rejeté par les députés. Tshilumba, il prend la parole, il pose la question aux députés qui sont pour. Les députés lèvent les mains. Et puis, il tape le marteau, le rapport est adopté. Il oublie qu'ils sont contre. Donc, on soumet au vote. C'est le vote à bulletin ou à main levée? C'est le vote à main levée. C'est ce qui s'est passé. Okay. Et il n'a même pas pris le soin de compter combien étaient pour. Il n'y a pas eu qui sont contre. Et d'ailleurs, ceux qui avaient levé la main pour être pour, c'est à peu près une cinquantaine de députés sur près de 300 députés qu'il y avait dans la salle. Ça suscitait un tollé. D'abord, il y a eu un premier forcing là-dessus. Le deuxième forcing, justement, c'est ce que fait faire Tshilumba. Quand il dit on attend le directive du président. Et quid de la séparation du pouvoir? Donc, est-ce que vous mettez, qu'est-ce que cela vous inspire? Ça voudrait dire que ça met à nu. Le président Tshilumba a mis à nu. Interfère depuis bien longtemps. Mais Tshilumba a mis à nu ce qui se prépare à l'union sacrée. Ça, le nom dit, c'est que la défenestration des Camérés, la chasse aux sorcières qu'on a eue là, était voulue par le président de la République selon Tshilumba. Parce que c'est lui qui dit, du haut du perchoir de l'Assemblée nationale, nous attendons les orientations du président de la République. Depuis quand l'Assemblée nationale, pour exercer la démocratie, le chef de l'État doit donner le ton? Tshilumba, il va en contradiction avec ce que disait le président de la République à New York. Lorsque le chef de l'État lui pose la question, Kamere vient de déposer sa démission, il y avait une pétition contre lui, le chef de l'État dit qu'il avait appris comme tout le monde. Aujourd'hui... Donc s'il apprend comme tout le monde, il y a lieu de dire que leurs relations ont été empoisonnées depuis longtemps, puisque en tant qu'un allié historique de taille, est-ce qu'il faut un dessin pour ça? Sans que son partenaire en soit. Est-ce qu'il faut un dessin pour ça? Est-ce qu'il faut un dessin pour ça? Entre le chef de l'État et Vital Kamere, c'est du je t'aime, moi non plus. C'est clair comme l'eau des roches. Mais le calme, ça veut dire... Kamere, il tient encore. Non, ça c'est la politique. Même si le président a dit, à moins qu'il en décide autrement. Ça c'est la politique. Mais quant à moi, je le conseille comme un frère. Ça c'est la politique. Et d'ailleurs, des sources, plusieurs sources, moi je ne les confirme pas, renseignent que Kamere aurait même refusé des postes ministériels qui lui ont été proposés. Et s'il ne se prononce pas jusqu'au moment où nous faisons cette émission, pour se retirer complètement de l'union sacrée, c'est parce que derrière lui, il y a une panoplie de gens. Il y a des gens qui sont dans les ministères, qui sont dans les institutions, qui sont nommés DG ici, DG là-bas. On n'a aucun poste. Oh, mais l'UNC... C'était le poste de président de l'Assemblée nationale. Non, l'UNC... ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. L'UNC a plusieurs postes, je ne citerai pas ici. L'UNC a plusieurs postes. Il y a beaucoup de postes. C'est les RVM, c'est les docteurs, c'est les Yamba. DGA, RVM, etc. Il y a des postes. Ils ne sont pas tous les l'UNC. Il y a des postes, IEDC dans les institutions. Et Kamere ne veut pas simplement sacrifier tous ces gens-là. Et donc, il y a du je t'aime, moi non plus. Ça, c'est un fait. Et donc, pour revenir... Est-ce que Kamere ne joue pas une stratégie de renégociation, rencontrer peut-être le président Tshisekedi et voir comment on peut arrondir les angles? Non, peut-être on attend, quand je suis par exemple Baudouin Mayo, qui revendique le poste de l'Assemblée provinciale, qui revient de droit à l'UNC au nom de l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale, au nom de quel principe ce poste revient à l'UNC? Justement, en fait, ce qui se passe, c'est... moi, je l'avais dit bien avant. Je l'avais dit, à la veille, vers la fin du mandat de Félix Tshisekedi, l'union sacrée va s'éclater. Et quand l'union sacrée va s'éclater, chacun va faire valoir ses ambitions. Et nous y sommes. Kamere est déjà dans la logique de l'accord cash, qui lui estime n'a pas été respecté, qui disait en principe, c'est lui Kamere le successeur de Félix Tshisekedi. Et il estime que la logique des choses avec ses partenaires, on ne regarde pas dans la même direction. Il ne regarde pas dans la même direction. Et Kamere commence à jouer sa carte. Et donc, il faudrait voir les choses sur cet angle-là.
Kamere joue sa carte, autant que d'autres cadres de l'Union sacrée jouent la leur. Et donc, aujourd'hui, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est quelque chose que veut Félix Tshisekedi lui-même. Et Tshilumbaï l'a dit clairement comme l'eau des roches, que nous attendons les orientations, nous attendons les orientations du chef de l'État. À qui ça profite? Ça veut dire que l'UDPS veut gérer sa majorité et placer le pion qu'il pourra bien manipuler. Parce qu'à un moment donné, Kamere est difficile à manipuler sur certaines questions. C'est ça la logique. Nous sommes dans un jeu politique, dans un jeu machiavélique, et chacun joue sa carte. Chacun tire le plein de lui. L'UNC ne s'est pas encore prononcé. Peut-être on attend le processus de remplacement de opposition en vue de remplacement de Kamere. Mayo qui revendique le poste. Au nom de quel principe? Mayo, ce poste, à mon sens, ne revient pas de droit à l'UNC. S'il revenait de droit à l'UNC, on n'aurait même pas eu à organiser des primaires auxquelles Kamere avait concouru. Est-ce que ce poste doit revenir à l'UNC ou pas? Je pense que la démocratie au niveau de l'Assemblée obéit à un jeu arithmétique. Ça veut dire, si l'UNC est la deuxième force, elle peut prétendre cet argument-là. Si elle est la deuxième force après l'UDPS. Mais si c'est l'AFDC aussi peut prétendre ce poste-là. Parce que c'est la deuxième force. Mais je pense qu'à ce stade des choses, tout va se jouer au niveau politique. Je crois que Mayo est dans une vision un peu réduite des choses. Il ne sait pas que ce qui se joue là, ce n'est pas un jeu de démocratie. Ce n'est pas un jeu qui se joue au niveau de l'arithmétique. Ce n'est pas un jeu de principe. Voilà, ce n'est pas un jeu de principe. Ce qui se joue à l'Assemblée nationale, l'enjeu est 2023 et 2028. C'est ça l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, c'est que l'UDPS veut placer un pion qu'il pourra gérer jusqu'avant les élections. Ça veut dire clairement que si à l'Assemblée nationale, il y a des noms, il y a des ambitions qui naissent. Moi, j'ai suivi Bitakwira, lui aussi veut être président de l'Assemblée. J'ai suivi... Quand il lit son ambition à la crise sécuritaire dans la ville d'Ouvira, moi je dis il y a un problème. Il y a de quoi s'inquiéter. Il y a de quoi s'inquiéter. J'ai suivi de l'autre côté celui qui était ministre du budget, l'ancien ministre du budget, qui est aussi du coin de Vital Kamere, Aimé Boji, qui lui aussi manifeste des ambitions de devenir président. En fait, il joue à la fois... Il ne s'en cache pas. Il ne s'en cache pas. En fait, le jeu qui se joue actuellement est à la fois géopolitique et très politique. Comme pour dire, ce qui se passe actuellement, il n'y a que Tshisekedi qui va choisir son pion, et celui qui nous a renseigné suffisamment sur les jeux qui est en train d'être joué chez Tshilumbaï. Tshilumbaï nous a clairement dit que la défenestration de Vital Kamere, c'est Félix Tshisekedi qui en a voulu. Il nous a clairement dit que si les bureaux de Tshilumbaï a voulu protéger le questeur adjoint et le questeur et le rapporteur, c'est parce que en réalité, les pétitions de ces derniers n'étaient que de mascarade pour justement atteindre Vital Kamere. Maintenant que Kamere est parti, ça ne sert plus à rien de faire tomber Njoli et consorts. On ne voyait que la tête des Kamere. Et aujourd'hui, c'est la tête des Kamere qu'on veut. Besso peut aussi prétendre à ses postes au regard de sa loyauté totale envers le chef de l'État. Et puis, un mot sur la crise qui règne en ce moment au niveau de la Chambre de l'Assemblée nationale provinciale du Congo central. Mbosso se bat comme un petit diable dans un bénitier. Il dit au chef de l'État qu'il n'est pas nuisible, il ne fera pas ombrage, etc. Et ses équipes travaillent pour qu'il revienne. Mais il va se poser un problème. Le problème au niveau géopolitique, on ne peut pas avoir un Bas-Congo à la primature, on va avoir un Bandundu à l'Assemblée nationale. C'est une incohérence. Oui, ça sera un problème. Il y a d'autres qui ont répliqué pour dire non, Kamere aussi était des espaces Katang, Swahiliphone. On avait au Sénat un autre Swahiliphone, ça n'avait pas posé problème. Mais là, ça va justement poser un grand problème. Et des non-dits, c'est que celui qui va succéder à Vital Kamere viendra du même coin géopolitique que Vital Kamere.
quitte à maintenant voir qui sont ces personnes qui ont le profil de remplacer Kamere sur ce que je viens de dire. Il y a notamment Boji et d'autres ambitions naissent à l'UDPS. On cite aussi Julien Paloukou, par exemple. On cite Paloukou, oui, ils doivent démissionner s'ils veulent justement être candidat président de l'Assemblée nationale. On attend. Les jours qui viennent seront déterminants. On va voir s'il y a des démissions en cascade au gouvernement. Si on voit Paloukou démissionner, on voit Boji démissionner, on comprendra directement que l'élu viendra soit des Paloukou, soit des Boji. Regardez cette bataille atroce, ça pourrait nous amener jusqu'en décembre ou janvier même, selon vous? En fait, Tshilombaye est en train de manœuvrer pour que la bataille, il gère le bureau jusqu'au mois, la nouvelle session de mars. Septembre. C'est ça la bataille de Tshilombaye. Et le règlement intérieur, il se bat pour justement gérer les bureaux jusqu'au mois de mars. Mais est-ce que la Constitution, qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'on a lu les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale? Je crois que les règlements ne lui permettent pas. Et les députés, certains ont compris ce qui se manœuvre et ils veillent à ce que l'élection se tienne au lieu d'attendre l'avis du chef de l'État qui n'a rien à voir avec l'institution Assemblée nationale. Je pense que Tshilombaye est dans le firmament, il est dans ses calculs politiciens. En fait, en déclarant cela à l'Assemblée nationale, l'enjeu pour Tshilombaye, c'est de conserver la présidence, de bénéficier des lucres de la présidence jusqu'au mois de mars, avant d'avoir de nouvelles élections. Oui, Assemblée provinciale du Congo central. Ce qui se passe au Congo central, il faut en alerter. J'ai aimé ce qu'a fait les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur en invitant justement les pétitionnaires et les bureaux à l'Assemblée et à Kinshasa pour justement s'enquérir de la situation. Ce qui s'est fait dans le Congo central, si rien n'était fait ou s'il n'y avait pas un œil regardant, on finirait par le scénario macabre qui est arrivé en 2014 où il y a eu mort d'homme. Tout partait aussi des pétitions. En fait, en réalité, c'est que Matezolo, qui est le président visé par la pétition, le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, du Congo central, visé par une pétition. Lorsque vous interrogez le camp Matezolo, ils vous disent clairement, non, nous avions déjà, il y avait déjà une pétition contre les rapporteurs. Les rapporteurs qui n'est pas de l'obédience de Matezolo. Mais les rapporteurs de l'autre côté, on dit, non, il y avait déjà une pétition contre Matezolo. Alors, ils se sont retrouvés dans une situation de deux pétitions. Quelle est la pétition à traiter? Ils ont saisi le bureau d'études de l'Assemblée provinciale du Congo central. Le bureau d'études a clairement dit que au niveau de la jurisprudence dans la province, il n'y avait pas une situation où il y avait deux pétitions directement. Quoi traiter? Une pétition contre le président, une autre pétition contre les rapporteurs. Bon, on allait faire comment? Ils ont saisi la cour. C'est ainsi que le VPM Chabani les avait appelés pour lui demander d'aller organiser la plénière justement en bonne et due forme. Mais encore que, ils sont partis, ils ont pris l'avion. On ne sait pas où les députés provinciaux peuvent trouver l'argent pour prendre l'avion. Ils viennent à Kinshasa en voiture et ils rentrent en avion. Illico presto. Où ont-ils eu de l'argent? Non, ils sont payés, ils ont leurs émoluments. Ah, jusqu'à louer un avion. Ça, c'est grave. Bon, certains, au niveau de la province, certains députés disent qu'ils ont été sponsorisés par un tout-puissant, ici à Kinshasa. Certains citeraient le gouverneur de la Banque centrale, on dit c'est lui le tireur de ficelle, qui a loué, voilà, qui a loué en tant que notable, qui l'aurait, moi je ne confirme pas, qui aurait loué l'avion pour justement qu'il y ait une plénière rapidement pour faire tomber Matezolo. Ça, ce sont les députés provinciaux qui sont restés à Kinshasa parce qu'ils avaient deux groupes. Le premier groupe est rentré en avion, le deuxième groupe a dormi pour justement faire une déclaration le lendemain, ne pas comprendre comment leurs collègues sont partis alors qu'ils n'avaient pas encore eu de notification du VPM Chabani. Ils se sont précipités. Donc aujourd'hui, il y aura plénière. Et ceux qui sont restés accusent ceux-là d'être sponsorisés par les gouverneurs de la Banque centrale pour prendre un avion jusqu'à arriver là-bas. Ça, ce sont les députés qui le disent. Et tandis que d'autres députés disent, non, mais comment est-ce que le gouverneur de la Banque centrale, qui est gouverneur, qui a son poste, qui a tout le moyen, va-t-il envier les postes des présidents de l'Assemblée provinciale où il chercherait-il à placer son pion pour quel gain? Donc, on comprend que la guerre est au niveau des Congo. Moi, je ne confirme pas. Je rapporte juste les sons des cloches des deux qui s'entrecusent, qui accusent des tireurs de ficelles en réalité.
Et donc, ce que maintenant on doit dire ici, pour éviter qu'il y ait bain de sang, il faudrait que les présidents de la République prennent la mesure de la situation. Parce que le Congo central, c'est une province qui est très spirituelle à la fois, et les gens aussi sont à la fois lousites, comme ils le disent, mais à la fois très brutales, lorsqu'il faudrait défendre des intérêts. Et donc, s'il faut éviter qu'il y ait les pires, je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait vraiment un arbitrage sérieux pour qu'il n'y ait pas mort d'homme. Pourquoi je le dis? Je vais terminer par là d'ailleurs. Vous savez, à l'Assemblée provinciale du Congo central, les députés provinciaux accusent. Pourquoi ils accusent le gouverneur de la Banque centrale? Une frange accuserait le gouverneur de la Banque centrale de vouloir protéger Jacques Bandou qui serait son cousin. Quelque chose comme ça. Moi, je ne le confirme pas. Comme quoi, il y a une reddition des comptes 2023-2024. Et dans cette reddition des comptes, on met à nu, la Cour constitutionnelle a refusé que l'Assemblée adopte cette reddition des comptes simplement parce que les dépenses effectuées et la réalité des terrains, c'est le jour et la nuit. Okay. On dit par exemple, si on pourra lire ça en liminaire. Très rapidement. Je vais terminer par là. Si on pourra lire ça en liminaire, sur les dépenses. Sur les dépenses, on dit par exemple, sur cette reddition des comptes, on peut lire, suivant les rapports de la commission ECOFIN sur la reddition des comptes des l'édit budgétaire rectificatif numéro 003/2023 du novembre 2025, votre commission a noté quelques dépenses exécutées par l'exécutif provincial dans les 2 villes des 10 territoires mis en doute. Page 65, code 800, libellé, construction de 12 sous-commissariats dans les 10 territoires et 2 villes. Montant. Un montant de 1 725 660 francs congolais. 660 francs congolais. Donc 172 560 300 francs congolais. Ici, en réalité, on devait construire les sous-siats, 10 sous-siats, notamment à Matadi, Kivula, Madimba, etc. Rien n'est fait. Ça, c'est les rapports de la reddition des comptes. C'est la gestion des Badou. Badou, dont les députés provinciaux accusent d'avoir mal géré et de vouloir revenir, vouloir la tête des Matezolo, vouloir revenir aux affaires. Alors qu'il y a une reddition des comptes qui devait être traitée maintenant en 2025 ici, sur sa gestion. Et c'est des millions, c'est à peu près 30 millions de dollars. Il fallait justement qu'il y ait notamment la réhabilitation des voiries urbaines, notamment dans la ville de Matadi, à Epompon, à Citra, à Belvedere, à Pompozo, etc. Jusqu'aujourd'hui, rien n'a été fait. Mais des montants ont été décaissés. Il y a notamment la construction de 12 ouvrages d'adduction d'eau potable dans 10 territoires de la province qui a coûté près de 337 millions de francs congolais. Rien n'est fait. Et tout ça, c'est la gestion des Badou qui doit être traité sous Matezolo. Et les députés pro-Matezolo pensent que, puisque la question a été mise à l'ordre du jour, voilà pourquoi ils ont précipité une plénière pour ne pas traiter la question et faire tomber Matezolo et mettre dans les oubliettes cette mégestion de près de 30 millions de dollars. Voilà pourquoi ils accuseraient le gouverneur de la Banque centrale. Et d'un côté, le gouverneur qui réagit à travers ses services et quelques députés nationaux et provinciaux qui disent non, nous sommes dans la logique, le gouverneur n'est pas impliqué ni de près ni de loin. Au fait, justement, à en croire les avis des uns et des autres, les tireurs des ficelles dans cette crise dans le Congo central sont ailleurs. Et certains, je vous ai dit ici, accuseraient le gouverneur de la Banque centrale d'user de sa position pour tirer des ficelles afin de protéger son cousin qui est Guy Bandou. Je vous ai dit ici, ça c'est les camps Matezolo qui lancent des pics parce que, disent-ils, il y a une reddition des comptes qui a été refusée au niveau de la Cour des comptes, refusé à l'Assemblée provinciale du Congo central d'adopter cette reddition des comptes simplement parce que les dépenses dont on a mentionné dans ce document n'y figurent pas dans la réalité, notamment la construction des sous-siats, des commissariats, etc. Près de 30 millions de dollars qu'on n'arrive pas à justifier
de la gestion de Guy Bandou. Et donc, voici pourquoi il faudrait, parce que la question devrait être traitée lors de la rentrée parlementaire ici, et voici pourquoi ils ont anticipé pour faire tomber les bureaux Matezolo afin de ne plus traiter cette question et passer dans les oubliettes la problématique des détournements de près de 30 millions de dollars. Et donc, d'un autre côté, il y a des députés qui réfutent cette allégation, qui dit non, qu'est-ce que le gouverneur a à voir dans un exercice parlementaire démocratique d'ailleurs. Si Matezolo est reproché, on reproche un certain nombre d'éléments à Matezolo, notamment la construction de l'Assemblée provinciale, etc. C'est logique aux députés, c'est réglementaire, ce sont des prérogatives reconnues aux députés. Il faut éviter d'associer le notable, etc. et de voir des tireurs des ficelles partout. Ça, c'est d'autres députés qui réagissent aux allégations de leurs collègues. Et donc, mais ce qui est important ici, c'est quoi? Ce qui est important, c'est de dire que pendant que nous faisons cette émission ici, il y a des gens qui pensent qu'il y a une chasse aux sorcières contre Matezolo et les autres, et qui doivent quitter les territoires, d'autres territoires du Congo central pour arriver jusqu'aujourd'hui au niveau de Matadi pour créer un désordre, revivre le scénario de 2014 où il y avait crise au niveau de l'Assemblée provinciale et il y a eu mort d'homme. Et d'ailleurs, après la rencontre avec le VPM Chabani, vous l'avez vu, certains députés qui ont pris l'avion le même jour pour venir jusqu'au Congo central, leurs collègues se questionnent d'où ont-ils pris cet argent pour payer les billets et louer, affréter un avion, rentrer en avion alors qu'ils sont venus avec les véhicules. Voyez-vous, leurs collègues qui sont restés à Kinshasa pour attendre la notification du ministre de l'Intérieur les accusent d'avoir reçu des pots de vin pour justement défenestrer Matezolo. Et donc, dans ce climat délétère dans le Congo central, que vit cette tension, la tension justement entre les pros et les anti risque d'amener un embrasement si rien n'est fait. Et donc, il faudrait avoir un regard, c'est là que j'interpelle les ministres de l'Intérieur, parce que la territoriale, c'est dans ses attributions, la sûreté notamment, c'est là où j'interpelle le président de la République pour qu'il y ait un vrai exercice démocratique dans le Congo central, au risque d'avoir une province de trop dans une insécurité qui s'annonce. Merci beaucoup, Dou Jésus Beludou, d'être passé. Merci de votre temps. C'est à moi de vous remercier. Passez prochainement, dès que possible. Et notre plateau est là et ouvert. Merci pour ces brillantes analyses. Et merci à vous tous qui nous avez regardés. Nous vous retrouverons très très vite avec d'autres programmes. Bonsoir chez vous et que la paix du Seigneur soit avec vous. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs. Inch'Allah.